C'est pour nous un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Donc en fait, l'idée de Stalk, c'était d'essayer de parler un peu de quelle était l'évolution qui avait eu lieu dans l'image, le travail de développeur et comment on les construisait en France. Et pour ça, j'ai été demandé au mec qu'on a construit peut-être le plus ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, s'il pouvait venir en parler avec nous. Euh, D'abord, est-ce que tu peux expliquer aux gens, peut-être pour commencer, qui tu es et quel est ton travail aujourd'hui? Je m'appelle Quam et mon boulot aujourd'hui, c'est de faire un peu essayer de créer des développeurs, c'est-à-dire de créer surtout des gens qui ont un état d'esprit, une manière de penser qui est adaptée au monde du numérique. Voilà. Donc c'est ça le métier. Et c'est un métier assez difficile puisque aujourd'hui personne ne sait exactement vers où on va. Ce qui est assez logique, hein. C'est-à-dire que personne n'est Madame Soleil. Donc il faut qu'on réussisse à former des gens qui vont être parfaitement adaptés dans un monde numérique et plus dans le monde de l'industrie. Et c'est ça le métier. Donc on a lancé effectivement avec Nicolas, Florian et Xavier Niel évidemment 42 l'année dernière. Et là on a reçu à peu près 900 étudiants. On a 900 étudiants qui sont en cours de formation dans l'établissement. Quand vous dites que vous avez lancé, est-ce que tu peux préciser, en fait, il y a des choses très intéressantes à 42. D'abord, 42 est un modèle qui est une disruption dans le monde de l'éducation. Quelle est la rupture de 42 dans le monde de l'éducation du point de vue du modèle économique de l'école? Alors, sur le modèle économique de l'école, c'est pas très compliqué puisqu'il n'y en a pas. Donc, c'est tout à fait disruptif. Pour l'instant, on a une carte bleue Xavier Niel. Et donc, du coup, elle a ce petit avantage de quasiment jamais s'arrêter. Donc, pour le moment, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de modèle, il y a pas de modèle économique associé à l'établissement. Il faudra sûrement qu'on en trouve un moment ou un autre, mais pour l'instant, c'est pas notre souci. Après, bon, après, en termes d'éducation, ouais, c'est là qu'on va avoir des choses qui sont particulièrement nouvelles, quoi, hein, voilà, donc, Peut-être pour comprendre, est-ce que tu peux expliquer rapidement comment tu t'es retrouvé à former des geeks? Parce qu'à la base, j'imagine que quand tu avais 7 ans, tu te disais que tu voulais être pompier, astronaute, et pas directeur adjoint d'école qui forme des geeks. je voulais faire pilote de chasse. Bon, j'ai tout fait, le lycée naval à Brest et tout, la grosse totale, mais malheureusement, en cas d'éjection, j'avais les genoux qui restaient à l'intérieur de l'avion. Donc très rapidement, ça s'est vite arrêté. Non, non, effectivement, moi j'avais fait. Moi-même, qu'on soit assez clair, je suis plutôt geek. Donc à l'époque, au fin fond de la Bretagne, c'est sûr que on n'avait pas. Contrairement à ce qu'on pensait, on était plutôt bien connectés puisque toutes les transatlantiques partent de Brest, hein. Donc c'était plutôt pas mal, hein. Quand j'étais au lycée naval, dans les années 90, on avait déjà une connexion Internet. Alors HTTP, ça n'existait pas, mais on faisait de l'Internet à l'époque, déjà au lycée. Donc moi-même, je suis quand même issu d'un milieu, je suis moi-même assez geek dans l'âme, donc j'ai à peu près démonté tout ce qui était démontable. J'ai à peu près vautré toutes les machines lavées de ma mère, hein, puisqu'il y avait des port-séries. Et que bon, tout le monde est quand même d'accord que quand on voit un port-série, on se connecte dessus, quoi. C'est quand même une logique de base à avoir, quoi, tu vois. Et puis ben voilà, quoi, de fil en aiguille, moi-même dans l'éducation, c'était pas le top en termes de fonctionnement. J'étais pas un brillant élève. Et en fait, tout ça, ça s'est bien libéré quand je suis rentré à Epita. Enfin, avant, j'étais à l'IUT à Vannes, où c'était plutôt très très bien également. J'ai travaillé un an aux États-Unis à l'issue de l'IUT. Et après, je suis rentré sur Epita. Et là, c'était super top, quoi. Et donc, clairement, l'idée, c'était de continuer dans ce modèle qui avait été lancé par Nicolas à l'époque, et de continuer jusqu'à, entre guillemets, notre aboutissement qui est 42 aujourd'hui, quoi. Donc en fait, ça fait 10 ans que tu formes des développeurs. Ouais, ouais, on en a formé un paquet, ouais, c'est clair. Ouais, bah oui, ça fait pas mal de temps, ouais, qu'on en forme. Et il y a des choses qui sont très intéressantes. Il faut savoir que la France est un des pays où on a les plus mauvais résultats de l'OCDE à l'issue du bac.
de compétences. C'est une catastrophe absolue. Et on est également le seul pays qui, dans les programmes de recherche de l'OCDE sur la pédagogie, n'est pas adhérent. Il y en a 2 dans l'OCDE qui ne participent pas, dont la France. Et 42, parce que c'est sur un nouveau modèle, c'est sur des nouvelles technologies, a eu quelque chose d'intéressant dans sa réflexion pédagogique. C'est-à-dire que moi je me souviens quand 42 est sorti, vous m'aviez fait l'honneur de mettre ma tronche sur le site dans un des coins, et je rentre à Nantes, en plus j'étais pas au courant que j'étais sur le site, je rentre à Nantes à une soirée et tout le monde me disait ah, putain c'est super, du coup t'es prof à 42. J'ai passé ma soirée à expliquer non c'est pas ça du tout. En fait il n'y a pas de prof. Mais du coup vous faites comment? Alors il n'y a pas de prof, vous faites comment? Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'examen et il n'y a pas d'amphi. Bon. Si, il y a un amphi. Ouais, si, il y a un amphi. On fait des confs dedans. C'est super beau. Des petits poufs de toutes les couleurs. À la Google, là, tac, tac, tac. On a mis plein de caméras et tout, comme ça on peut filmer plein de trucs. Et sinon, on regarde principalement des épisodes de Game of Thrones. Mais sinon, il est très très bien. Lego? Non, on a. Non, en fait, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas besoin. Ça dépend ce qu'on essaye de faire, en fait. Voilà, la question, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on essaye de faire à la fin. Nous, à la fin, ce qu'on essaye de faire, c'est de former des gens qui sont capables de penser et de réfléchir dans le numérique. Moi, j'ai écrit un petit papier dans French Web, là, qui est sorti dernièrement sur le sujet. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on essaie de former. Voilà. Quand on est à l'ère de l'industrie, ce qu'on essaie de former, c'est des gens qui sont alignés pour l'ère industrielle. Et d'ailleurs, tout notre système éducatif a été formé pour, et notre système éducatif est extrêmement efficace pour le faire. D'ailleurs, on a des champions absolus de l'industrie en France, Total, Peugeot, Renault, enfin des grands champions industriels, qui sont tous pilotés par des gens qui sont issus des plus grandes écoles françaises. Donc il est très clair que l'école française est d'une efficacité redoutable dans le cadre de cette formation. Après, c'est-à-dire qu'on est capable de former et des gens de qualité, et on est capable d'en former de manière massive. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de savoir si on est capable de sortir 1 ou 2 ingénieurs qui sont brillants et qui sont capables de faire Siri comme ça s'est passé. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est capable d'en former de manière un peu plus massive, quoi. Donc, est-ce que tu as une idée de la dispersion? On en fait quoi de nos ingénieurs? On les garde en France ou... Alors la dispersion, c'est on estime qu'on a à peu près 18 000 jeunes qui sortent d'école et qui rentrent dans le numérique en France. Si on regarde après la dispersion, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que le consulat qui les compte dans la vallée estime qu'il y en a à peu près 40 000, par exemple. Il y a à peu près 40 000 Français dans la vallée. Donc si on en compte 40 000, je ne sais pas, il y a à peu près 30 000 ingés qui doivent bosser, je ne sais pas. Donc il doit y avoir 10-15 000 personnes, 20 000 peut-être, qui travaillent effectivement aujourd'hui dans les startups aux États-Unis. Donc on n'a pas une énorme dispersion là. Si on en sort 18 000 par an et qu'au final on cumule aux États-Unis par exemple, qui est quand même un endroit qui attire énormément, on en est à peu près à 40 000, ça sous-entend qu'il n'y en a pas non plus des masses qui s'en vont tous les ans. Donc il y en a beaucoup qui restent, donc on en sort à peu près 18 000 qui vont travailler dans le numérique. Et on dit, enfin il y a une phrase dans la vallée qui dit que derrière chaque grand succès de start-up, il y a un Français. Ça c'est évident. C'est-à-dire que en fait, la problématique, c'est pas qu'il soit français. C'est pas ça la question. Il pourrait être français, irlandais, chinois, indien. La question qui se pose, c'est que si vous voulez fabriquer des choses innovantes, il faut penser différemment. Pour penser différemment, déjà à la base, le plus simple, c'est de prendre des gens qui sont culturellement différents. Donc la question, c'est de savoir, pour les Américains, comment trouver des gens qui sont culturellement différents. Très simplement, en allant prendre des étrangers. Déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que quand vous prenez des gens qui ne viennent pas du même pays, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même éducation, il y a 90% de chances qu'au moment où ils réfléchissent à un nouveau concept, ils y réfléchissent de manière différente que le mâle blanc classique, ce qu'ils appellent le WASP de base, protestant, machin, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors eux, ils ont moins de problèmes avec ça que nous, puisqu'ils les comptent.
Il y a des quotas clairs et nets qui sont posés chez Facebook, chez Apple, chez Microsoft, autour de combien on prend d'étrangers, d'Indiens, de Chinois, de Japonais, d'Australiens, etc., pour qu'on ait une diversité qui permette aux gens de penser différemment. Donc, la grande question, c'est de savoir... bon, je donne cet exemple, mais il date d'avant la rencontre avec... enfin, d'avant ce qu'on fait avec Xavier, mais la grande question, c'est de savoir comment ça se fait que la Freebox est inventée par Free, enfin, la première box est inventée par Free, là où il y a 120 000 ingénieurs chez Orange. Et là, en fait, on se rend compte assez simplement que quand vous regardez les équipes qui sont devs de la Freebox, vous avez que des gens qui sont ultra différents, des gens avec, sans le bac, des ingénieurs, ou d'ailleurs pas des ingénieurs, c'est pas un souci, des gens qui sont différents. Et quand vous regardez effectivement les 120 000 ingénieurs chez Orange, ils viennent à l'époque de 3 écoles, l'INT, le NST, le NSTB. Je n'ai pas dit que c'était des mauvaises écoles, je dis juste que c'est des écoles qui recrutent sur les mêmes critères, c'est-à-dire Mathsup, Mathsp, que pour faire Mathsup, Mathsp et rentrer à l'ENST, il faut venir de tel Mathsup et tel Mathsp, que pour venir de tel Mathsup et tel Mathsp, il faut venir de tel lycée, qu'il faut venir de tel collège, qu'il faut venir de telle maternelle, et qu'au final, on a des parents qui vivent tous dans le même quartier. Et donc forcément, comme ils se croisent tous à la manif pour tous du dimanche, à la fin, on se retrouve avec des gens qui, globalement, pensent un peu de la même façon. Et donc, ils innovent tous, entre guillemets, dans le même sens. Et juste... si vous intégrez dans ces équipes-là des gens qui réussissent à être de cultures totalement différentes, ben vous allez trouver des choses en termes d'innovation qui sont différentes. Or, le numérique aujourd'hui, c'est principalement la recherche de nouvelles innovations. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, il faut aller chercher des gens de manière différente. Or, le système scolaire français, qui a été fait pour répondre à la problématique de l'industrie, est une machine à sélectionner les bons profils pour entrer au bon endroit. Et donc, eux, on leur dit, vous nous sélectionnez tel type, tel type, tel type et tel type. Et donc, du coup, à la fin, les gens qui peuvent rentrer dans les grandes écoles, c'est tel type et tel type et tel type de population. Donc, tout le monde sait très bien qu'il y a, je sais plus, c'est 2% d'ouvriers, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir avec les statistiques de France. Et si vous regardez, par exemple, je crois que la moyenne, genre, sur les grandes écoles, en termes de personnes qui sont des CSP les plus défavorisées et donc les boursiers, ils sont aux alentours de 10%. Là où on sait que la moyenne en France est à 30%. Et Nicolas Sarkozy demande clairement à l'époque, les grandes écoles, je vous demande de prendre 30% de boursiers. Le président de la conférence des grandes écoles, il lui répond non. Il lui répond non pourquoi ? Il lui dit, ben, ça va faire baisser le niveau des écoles. Alors là, on a un phénomène comme que c'est impressionnant, c'est que normalement le président c'est le chef, quoi, tu vois. L'autre qui lui dit tu fais ça, l'autre il dit non. C'est-à-dire que le président de la conférence des grandes écoles est plus puissant que le président de la République. C'est quand même énorme. Et donc le gars, voilà, et donc on est vraiment dans un système qui a été fait comme ça. Et donc en fait, on veut aller chercher de la disruption en allant chercher des gens qui pensent différemment. Et pour aller chercher des gens qui pensent différemment, tu es dans l'obligation d'aller les prendre dans des endroits qui sont différents. Et donc de casser complètement tous les critères de l'éducation qui justement a été faite pour les sélectionner. Donc c'est pour ça que la sélection à 42 est effectuée sur vous avez plus de 18 ans, basta. Ouais, c'est ça. Donc vous venez, vous avez plus de 18 ans, donc c'est pour ça qu'on a 40% de gens qui n'ont pas le bac, qui sont dans l'établissement. On a évidemment des gens, l'école elle est gratuite, parce que sinon c'est un peu plus compliqué d'accéder à des établissements quand ça coûte 8 000 € par an, etc., etc. Et donc c'est exactement ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas rentrer à la fac si vous n'avez pas le bac, par exemple. Okay ? Donc vous ne rentrez pas. Et du coup, alors, ça se passe comment ? Parce que tu ne peux pas accepter tout le monde pour une raison on n'a pas dit qu'on logistique. faisait pas de sélection. Donc, comment se passe votre sélection ? Parce que la piscine, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est une piscine à 42. Vous avez 1000 personnes qui arrivent, qui vous disent j'ai envie de rentrer à 42. Et maintenant, comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Les piscines, en fait, l'idée, c'est que vous avez une dizaine d'exercices à faire par jour. C'est un concentré de notre fonctionnement. Voilà. Donc déjà, nous, on le fait que l'été, de manière à ce que les gens qui ne soient pas sélectionnés puissent se tourner vers d'autres écoles. Vous savez que, ça, typiquement, on est à peu près la seule école à le faire. Hein. Aujourd'hui, quand un jeune rentre en école d'ingé, par exemple, il ne peut plus quitter l'école d'ingé.
Si ça lui plaît pas, c'est pareil pour lui, quoi. Okay, il est obligé de rester jusqu'au bout. Donc vous êtes trompé, bon, c'est une erreur, c'est une erreur. Donc vous rentrez donc l'été. L'été, donc ça va durer, il y a 3 sessions, juillet, août, septembre, et donc ça va durer 4 semaines. Vous avez une dizaine d'exercices à faire par jour. Vous n'avez pas de cours, vous avez des petites vidéos d'introduction sur les sujets qui sont censés fonctionner. Vous ne travaillez qu'en groupe. Vous rendez de manière individuelle. Et vous avez globalement un ordinateur, ce qu'on appelle une moulinette, qui passe et qui corrige vos exercices. Donc, pour vous donner juste un ordre d'idée de ce que ça représente en termes de quantité, donc il y a à peu près 30 exercices sur une trentaine de jours. Ça fait 300 exercices fois 1000 personnes, ça fait 300 000 corrections qu'on fait à peu près dans un mois, quoi. Donc évidemment, on ne les fait pas à la main. Pas que ça va foutre de ces journées que de corriger des copies, quoi. Donc il y a un bon gros ordinateur qui passe et qui fait le taf à peu près comme il faut. Et donc, vous avez un système où vous pouvez d'abord vous apprenez à travailler en groupe. C'est quand même hyper important, parce que je rappelle qu'au lycée, travailler à 2, ça s'appelle tricher. Hein, en entreprise, ça s'appelle collaborer. Voilà. Après, vous arrivez en entreprise, et si vous ne travaillez pas à plusieurs, on vous tape dessus. Ouais, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes de travail en groupe. C'est évident. Et je ne vous parle même pas des problèmes interculturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une différence de culture typiquement entre les ingénieurs et les marketeurs. Quand toi, tu pilotes une entreprise, je veux dire, c'est gravissime. C'est-à-dire que tu prends 2 jeunes, un mec qui sort d'école de commerce, un mec qui sort d'école d'ingé, tu les mets ensemble à bosser sur un projet, tu votes le projet. Parce que les mecs, culturellement, ils ne savent pas se parler, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas comment bossent l'un l'autre, etc., etc. Il y a des problèmes culturels graves. Ce problème-là... Ce qui est incroyable, c'est que tu dis ça, alors que la grande spécialité de l'innovation à la française, des accélérateurs, enfin des incubateurs théoriques financés par l'État, etc., leur grande spécialité, c'est de te dire, quand tu es technicien et que tu arrives avec un produit, attends, on va chercher et on va te recruter un patron, qui sera un commercial. Bah oui, mais tout ça, c'est des trucs qui devraient être faits dans l'école. C'est-à-dire que nous, on envoie, par exemple, on a envoyé 30 étudiants à HEC. Bon, c'est très bien passé. Il y en a un, il s'est fait virer d'HEC, parce qu'il a merdé. Le mec d'HEC, on se parle, il me dit « Oh là là, tu te rends compte, notre partenariat, comment on va faire ?» Non, mais moi, je suis hyper content pour le gamin. Franchement, je suis hyper content. Parce que là, il vient de vautrer sa relation avec des marketeurs dans l'école. C'est quoi les conséquences? Putain, mais il n'y en a aucune, on s'en fout, quoi. Franchement. On s'en fout. Je préfère que ça arrive chez moi que chez toi. Parce que chez toi, il y a du taf derrière, il y a du chiffre d'affaires, il y a des problèmes, enfin, il y a du chômage, il peut y arriver des grosses embrouilles. Puis à la fin, on a le même actionnaire. Et... c'est la carte bleue de Xavier. Il va pas être content, le pauvre. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on veut faire dans l'école. Donc il faut qu'on repense une partie du système éducatif pour réussir à intégrer dedans toutes ces nouvelles problématiques. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de... il y a vraiment un côté, il y a plein de barrières à casser, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher, pour travailler avec d'autres écoles? Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur des projets communs? Comment est-ce qu'on apprend aux gamins à travailler ensemble? La notation individuelle, par exemple, c'est un truc, c'est horrible. Même quand on travaille, par exemple, avec des écoles de commerce à une époque, on nous disait, non, mais quand vous faites le projet, on va faire une note marketing et une note ingénierie. Tu dis, mec, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les boîtes. Tu vois? Oui, parce qu'en fait, le marché ne note pas votre produit. Il l'achète et il ne l'achète pas. Il ne l'achète pas, mais de manière tout court, quoi. Tu vois? Donc, il y a tout ça qui est à repenser, il y a tout ça qui est à mettre en place. Donc voilà ce qu'on essaye de faire dans l'école. Et alors tout ça, à la fin, ça donne quoi? Parce que bon, c'était quand même le but du jeu, c'est d'essayer pour nous de fabriquer des gens qui sont adaptés à une pensée numérique. Donc c'est quoi la pensée? C'est quoi cette pensée? Tout ça, ça a été théorisé. Hein, à partir de 2005-2006, il y a beaucoup d'études qui sont particulièrement organisées par le Carnegie Mellon aux États-Unis, une fac américaine, ce qu'on appelle en anglais le computational thinking. Comme ça, tu vois, on fait un peu d'anglais dans la conf, parce que la base, elle était en anglais, tu sais. Donc, on parle de computational thinking. Donc, c'est comment est-ce qu'on réussit à penser de manière procédurale. Et c'est ça que va obtenir le développeur. Et c'est ça le plus important. C'est la base du truc. Donc, c'est quoi le computational thinking? C'est d'être capable de penser et de réfléchir en utilisant, entre guillemets, des algos qui sont utilisés par la machine. Donc, il faut comprendre, quand on code, on comprend c'est quoi une boucle, on comprend c'est quoi un test.
on comprend c'est quoi la pensée incrémentale, on comprend c'est quoi le backtracking, on comprend tout un tas de notions comme ça. Et ces notions-là, si tu veux, tu vas naturellement, en tant que développeur, les réutiliser dans ta vie courante. Alors c'est clair que si tu deviens paysan, par exemple, ça va pas beaucoup te servir. Il faut que tu apprennes à planter des tomates. Et en général, on n'y arrive pas. Mais quand on est dans un monde qui devient ultra numérique, comme on est dans lequel on est aujourd'hui, ces compétences-là, quand tu les utilises au quotidien et naturellement, c'est des compétences qui font que tu es hyper efficient et hyper efficace. Moi, je te donne un exemple. Il y avait un ancien d'Epitech qui est dans la vallée, qui crée un produit. En fait, il bossait dans une boîte. Et la boîte, il y a un petit produit qui marche pas très bien, etc., sur lequel il bosse avec 3 autres gars. Et ça part en spin-off parce que le produit ne marche pas. Donc, la boîte se sépare de ce produit-là. C'est Socialcam, le produit. Le produit, ils le mettent sur le marché, et le gars, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour le vendre ? Le gars, il est développeur. Donc il se dit, moi, je vais passer par Facebook. Donc il télécharge l'API Facebook, l'autre, il la démonte, il voit qu'il y a un trou dans la raquette, il rentre dedans. 6 mois ou 9 mois plus tard, il y a 60 millions d'utilisateurs, et il a racheté 60 millions de dollars par Autodesk. Si tu veux, tu peux aller faire Wharton, Harvard Business School, HEC, ce que tu veux. Il n'y a pas un prof qui va t'apprendre comment est-ce qu'on fait ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est une manière de penser qui est la manière de penser du développeur. Et effectivement, dans un monde numérique, et quand tu es dans la vallée, et au bon moment, et au bon endroit, etc., bah, ça fait que tu repars avec... tu revends ta boîte 60 millions de dollars. C'est ça le fonctionnement. Et est-ce que tout le monde dans la salle a entendu parler de ce qu'on appelle le gross hacking ? Le gross hacking, c'est la capacité à mettre en place des actions marketing directement drivées par la data et par des algorithmes. C'est ce qui a fait le succès de boîtes comme Airbnb, c'est ce qui a fait le succès de boîtes comme Mindy, c'est ce qui a fait le succès de boîtes comme Algolia. Les mecs, ils n'ont pas du tout été vendre en one-to-one business, ils ne font que grossir un produit en se basant sur des bases de données, de contacts, et en essayant de contacter des gens de façon répétitive avec des modules d'impression. C'est la façon dont on digitalise la vision du marketing. Non mais clairement. Et on en discutait avec un très gros patron de chez Chanel. D'ailleurs, c'était sorti dans, je sais plus quoi, dans e-marketing magazine ou je sais pas quoi. Et j'avais dit, de toute façon, tu pourras pas être directeur marketing de chez Chanel si tu sais pas coder. C'est pas dans le sens, tu sais coder dans le sens, je vais pas te demander de faire du Node.js ou je sais pas quoi, pas coder des drivers en C dans le kernel, tu vois, c'est pas ça la question. C'est dans le sens, tu sais pas coder, c'est-à-dire que tu n'as pas un certain état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui est la base de ce qu'il faut qu'on réussisse à donner. Une fois qu'on a donné ça, ça va durer différent, ça peut durer plus ou moins longtemps pour chaque personne. Après, si tu veux devenir développeur, là, on parle du métier de développeur. Et là, c'est un métier. C'est pas parce que tu sais compter que tu es mathématicien. Tu vois ? Et donc, mathématicien, là, c'est un métier. Développeur, c'est un métier. Et là, il faut qu'on apporte tout un tas d'autres compétences sur comment on développe, qu'est-ce qu'on développe, etc., etc. Et alors ça, c'est encore un autre métier. Mais la base de ce qu'on veut faire à 42, c'est vraiment de donner cet état d'esprit-là aux gens. Et une fois qu'il est donné, après, leur apporter tout un tas de compétences connexes autour de tes capacités de développement, ceux qui veulent monter des boîtes, comment les faire, ceux qui veulent faire marketing, comment les aider à le faire. Donc c'est pour ça que tu en as 30 qui partent à HEC. Voilà, quoi. Donc là, on va travailler avec tout le monde. Et qu'est-ce que tu penses de projets comme Le Wagon, les mecs qui t'apprennent à coder en Ruby on Rails pendant 1 mois? L'objectif pour eux n'est pas nécessairement de former des développeurs, et de dire au moins tu comprendras les développeurs avec qui tu bosses. Tout ça, c'est fait dans le même état d'esprit. La vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les initiatives de formation ne peuvent jamais... Enfin, on a tellement été imprégné de ça sur les 100 dernières années qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se défaire d'une notion en formation qui est le transfert de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est toujours il y a une notion de vase communicant. Donc toute initiative de formation, même quand on parle de trucs qui sont hyper disruptifs, genre les MOOC, genre la Khan Academy, etc., si vous y réfléchissez bien, à la fin, c'est toujours pour te transmettre de la connaissance. Or,
Aujourd'hui, il n'y a plus de marché de la connaissance. C'est-à-dire que, dans le sens... Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez, à une époque, il est clair que quand vous avez un sachant et une population qui ne sait pas, et aucun moyen de transférer la connaissance vers la population autour de vous, il faut emmener des profs qui vont à un endroit, expliquer à un auditoire comment est-ce qu'on fait les choses. Et c'était très efficace. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a quand même une désintermédiarisation, là, c'est-à-dire que les intermédiaires sont très coupés de par l'arrivée d'Internet. Et donc, sur ce point précis, je ne parle pas de tout le métier de prof, je parle bien sur le point précis du transfert de connaissances. Moi, j'ai vu des rapports hallucinants émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur, par exemple, les MOOC. Où les profs, ils vous disent, d'ailleurs, vous pouvez le lire dans Libération, il y a eu un super article qui est sorti, ça s'appelle le comité anti-MOOC. Donc, à l'ENS, il y a un comité anti-MOOC. Et les mecs dedans, ils disent, ouais, mais qu'est-ce que nous, on va devenir en tant que prof si les gens, ils apprennent par Internet? Et donc, les mecs, ils te disent, on est contre, parce que sinon, on perd notre métier. Ce métier-là, tu vas le perdre. Mais tu pourras te concentrer sur des trucs qui sont peut-être plus intéressants. Alors, toute initiative où tu as, effectivement, où l'idée, c'est de dire, on va essayer de vous donner une manière de penser qui est différente, ça me semble super intéressant. Si c'est ensuite, c'est toutes les initiatives où c'est juste pour apprendre à des mecs à faire du Ruby on Rails, de toute façon, comme Ruby va disparaître, enfin, comme tout langage, et qu'on va passer à autre chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc, leur apprendre à faire du Ruby, bon, déjà la notion de transfert de connaissances, de comment tu vas apprendre à faire du Ruby, il est clair que, vu le niveau d'un langage informatique, qui est quand même un truc de goré-mongol, tu peux transférer de la connaissance sur de l'apprentissage du code sans que le mec il comprenne rien à ce qu'il est en train de faire, quoi. Tu vois. Et je pense qu'en tant que patron d'une boîte de dev, t'en as vu passer 2-3 qui, effectivement, si tu veux, savaient faire globalement des copier-coller, quoi. C'est particulièrement vrai que c'est là, je me permets du coup de rebondir là-dessus. La capacité d'être un développeur est une capacité chez les gens qui n'est pas liée à leur expérience. Je m'explique. Quand on dit je suis expert dans tel langage ou tel langage ou tel langage, ça me laisse toujours un peu pantois, parce qu'un bon développeur, tu le mets sur n'importe quelle plateforme, éventuellement il galère un peu parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'est la doc, mais il n'est pas... Il n'a pas de problème de ralentissement. Et il y a des mecs qui ont fait une étude qui était très intéressante. Ils ont pris 5000 développeurs, des seniors, des juniors, des experts Java, des experts .NET, des experts machin, des mecs qui n'avaient pas d'expertise, qui venaient de web agency, et ils leur ont collé des exercices, enfin des programmes à écrire en termes de dev, soit en temps contraint, soit à la vitesse où ils voulaient, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que les développeurs qui étaient rapides étaient toujours rapides. C'est-à-dire que les mecs qui rendaient un programme, pas nécessairement le meilleur, mais qui marchait en 8 heures, c'était toujours les mêmes. Quelle que soit la plateforme, leur spécificité, leur langage, c'était toujours les mêmes qui étaient les plus rapides et toujours les mêmes qui galéraient. Y compris des seniors qui avaient codé en Java toute leur vie et codé sur un bout de PHP, les mecs, ils étaient en galère absolue. Et ça, ils en ont conclu un grand truc qui était, il y avait des mecs qui répétaient et qui étaient des perroquets, et il y avait des mecs qui faisaient de l'algorithmie et qui réfléchissaient et qui résolvaient des problèmes de développement. Et en fait, c'est complètement lié à la formation. C'est-à-dire, est-ce qu'on forme des gens pour que plus tard, ils soient capables de créer de la valeur, quel que soit le langage, quelle que soit la plateforme, ou est-ce qu'on forme des gens pour qu'ils soient capables de répéter des lignes de C? C'est exactement ça. Et tu as aujourd'hui, c'est pas compliqué, dans n'importe quelle école, de toute façon, ça commence quand tu ouvres une école, l'État commence par te demander ton référentiel de compétences. C'est-à-dire, l'État te demande qu'est-ce que tu vas transférer comme savoir aux gamins. Donc, par définition, enfin moi je me souviens très bien de grandes affiches dans le métro où il y avait marqué venez chez nous, vous allez apprendre à faire du Visual C++. Bon, le gamin il rentre dans l'école, il apprend à faire du Visual C++, il n'a pas fini l'école que de toute façon Microsoft arrête Visual C++ et lance .NET avec je sais plus quoi, là, des WPF. Alors après, tu avais des grandes affiches, venez faire du Windows Class Foundation, je sais pas quoi, dans notre école, ça va machin. Le mec, il a terminé l'école, ça a été transformé en .NET truc, etc., etc. Donc,
on peut pas aujourd'hui, franchement, dire aujourd'hui dans une école, je vais t'apprendre. Alors, je prends pas l'exemple du wagon là où là c'est encore différent. Ils veulent vraiment. Et il est clair qu'en transférant en transformant la personne et en lui apprenant vraiment, c'est-à-dire la partie manière de réfléchir du dev, là c'est encore autre chose, c'est clair. Mais si tu fais des wagons de gens, je sais pas, toi le C, c'est quand même, on parle de 25 mots de langage, quoi. Tu vois, une fois que tu connais int, parenthèse ouvrante, fermante, main, accolade ouvrante et fermante, point virgule, étoile et commercial, je veux dire, t'es à peu près capable de tout coder, quoi. Un mot de crochet ouvrant, fermant, quoi. Bon, on parle de 25 mots, tu comprends bien que n'importe quel débile peut apprendre à faire du C. Je comprends pas, quoi. Tu vois, mais apprendre à faire du C, c'est facile à transférer, puisque le langage est vide. Il n'y a que dalle, il y a une grammaire à 2 balles. C'est pas ça la question, c'est maintenant réussir à inventer quelque chose à partir du C, en faire quelque chose, ouais, c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à donner à nos jeunes, si on veut qu'ils soient le plus adaptés possible dans le monde du numérique. Enfin, du moins, c'est notre point de vue. Alors, après, on n'a peut-être pas raison sur tout, hein. Je dis pas que c'est parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas très bien où on va et on n'est pas non plus. Enfin, je suis pas Madame Soleil, quoi. Donc peut-être qu'on se trompe. En tous les cas, nous on le teste comme ça aujourd'hui, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui parlent de 2020 comme étant la date butoir où on doit absolument insérer l'apprentissage de base de la programmation à l'école et que l'ensemble des jeunes français doit apprendre à coder un petit peu. Certains disent que c'est comme rajouter une langue étrangère. Est-ce que tu as une réaction là-dessus, sur cette idée de pousser la programmation à l'école? Moi déjà, je me suis insurgé contre le fait qu'on dise que c'est comme apprendre une langue étrangère. Enfin, c'est forcément des langue gens qui étrangère de 25 mots, c'est un peuple très con. C'est exactement ça. C'est l'humain, c'est quand même une langue. Enfin, entre guillemets, les humains ils communiquent avec des trucs ultra compliqués, quoi. Tu vois. Tu vas comparer du C à une langue humaine, c'est juste, tu vois, c'est un non-sens, quoi. Il n'y a aucun rapport. Aucun. C'est aucun. Voilà. Déjà, tu vois, tout ça, ce que je viens de dire, là, en C, c'est pas possible, tu vois. Genre, voilà. D'abord, ce n'est pas une langue étrangère. Voilà. Donc, apprendre à programmer, c'est un art. Voilà. Donc, c'est pas une science, c'est un art. La science, comme disait Hobbes, commence par l'observation d'un fait en général polémique. Bon, si tu commences par regarder ton éditeur de texte, tu vas pas coder grand-chose, quoi. Tu vois. Donc ce que tu commences par faire, c'est tu commences par coder, donc tu transfères, tu commences par créer quelque chose. Donc c'est une activité créative. Donc c'est clairement un art comme de l'artisanat. D'ailleurs, pour les gens qui sont les plus sceptiques dans la salle et qui s'y connaissent en programmation, je veux dire, notre maître à tous s'appelle Donald Knuth. Il a écrit The Art of Computer Programming, quoi. Tu vois, il n'a pas écrit The Science of Computer Programming. Donc c'est pas pour rien qu'il a appelé ça The Art of Computer Programming, parce que lui-même a immédiatement su que c'était un art. Donc ça n'a rien à voir avec l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de créatif. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, quand on dit que c'est comme l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est que justement, on est encore en train de se rattacher sur des vieux modèles. On essaie de se rattacher sur un modèle parce que les gens ne comprennent pas de quoi on est en train de parler et que c'est assez compliqué. Mais par contre, ce qui est rassurant, c'est que si on dit que c'est comme une langue étrangère, eh ben en fait, il n'y a qu'à faire des profs qui transfèrent la langue étrangère aux gamins. Et d'ailleurs, en France, on est connu comme sortant des générations entières de mecs qui parlent hyper bien anglais parce qu'on a été ultra efficace en anglais à l'école. Donc, c'est pour ça que cette conf en anglais, on la fait typiquement en français. Et donc, si tu veux, on va se retrouver dans la même situation. On va se retrouver avec des profs de langue. Et c'est pas vrai. Parce que, pour tout le monde, apprendre à programmer, il faut un prof qui t'apprend à programmer. Alors, je sais pas combien il y a de devs dans la salle, là, des gens qui développent. Combien de vous... Il y a combien de gens qui sont pas des développeurs, mais qui savent coder? Alors, on a combien d'entre vous, franchement, qui ont commencé par coder tout seul? Voilà. Pas besoin de prof pour apprendre à coder.
On n'a absolument pas besoin. Ça n'a rien à voir. C'est un état d'esprit, c'est une manière de faire, c'est une manière d'être créatif, c'est une manière de créer. Et d'ailleurs, ce serait hyper inquiétant que, enfin, moi je pense que pour l'État, ce serait extrêmement inquiétant, et pour les entreprises, ce serait extrêmement inquiétant que ce que je viens de dire passe de manière extrêmement officielle. Parce que si on passe en disant que c'est une création et une œuvre, ça veut dire que ce qu'on code est à nous. Alors, et là, ça va faire marrer personne. Parce qu'on est quand même les seuls gens au monde qui écrivons des quantités de lignes, genre, tu vois, moi, dans l'histoire de ma carrière, j'ai dû écrire plus gros que guerre épée, quoi, tu vois, en termes de quantité de code, et ben il n'y a rien qui est à moi. Alors que guerre épée appartient toujours à son auteur. Ceci dit, c'est très important ce point-là, parce qu'en fait, on est couvert par le droit d'auteur en tant que développeur, et on est la seule exception du droit d'auteur qui dit que quand tu es employé dans une boîte, ce que tu écris part directement à ta boîte. Et ça, c'est une exception dans le droit d'auteur, parce que si vous êtes graphiste, par exemple, que vous dessinez des personnages pour le compte d'une boîte de jeux vidéo, vous avez beau être employé et payé tous les jours par cette boîte de jeux vidéo, tout ce que vous dessinez vous appartient à vous, et si la boîte veut récupérer les droits sur ce que vous dessinez, elle doit vous acheter les droits périodiquement de tout ce que vous dessinez nominalement, en disant bah, j'achète les droits de ce dessin-là. Et encore tous les droits ne sont pas, vendables. Il y a des droits inaliénables. C'est ça. Par exemple, si vous achetez un Picasso, même si vous l'avez acheté et que vous décidez de mettre un coup de tronçonneuse dedans, parce que je ne sais pas pourquoi vous voulez le couper en deux, je ne sais pas pourquoi, et ben vous n'avez pas le droit. C'est inaliénable. Vous n'avez pas le droit de couper un Picasso en deux. Bon bref, au final, ce que je veux dire, c'est que autour de tout ça, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Donc si on veut apprendre à nos gamins à réfléchir, entre guillemets, comme un développeur, il va falloir qu'on arrête de penser qu'il faut des profs de diffusion de machin et tout. Moi, je me souviens très très bien, moi je suis issu du plan informatique pour tous, qui était une superbe initiative. D'ailleurs, il y a plein de gens qui la critiquent, moi je comprends pas pourquoi, parce que franchement, sans ça, j'y serais pas, quoi. Je veux dire, le Goupil et le MO5, ça a été quand même une grande aventure, quoi. Et on avait ça en cours d'EMT, hein, je me souviens quand j'étais en troisième, ou je sais plus quoi, enfin, et le prof, qu'on soit clair, il n'entravait que dalle à ce qui était en train de se passer. Il nous filait des exos, il savait même pas de quoi ça parlait, mais on lui avait dit, t'as ça et ça et ça et ça comme liste d'exos à donner aux gamins, il nous les donnait, il savait pas les corriger, j'ai parfaitement appris à programmer, quoi. Enfin, plus ou moins. Donc je sais pas, pour vous donner une idée, c'est ce qui s'est passé chez Clever. L'un des meilleurs développeurs de Clever Cloud s'appelle Marc-Antoine Perrenou. C'est maintenant un des committeurs du kernel Linux, tout. C'est un mec qui est vraiment brillant. Et il a commencé à bosser avec moi. Il était en première année de fac de médecine et il était en train de se planter sur une deuxième première année de fac de médecine. Et c'était un pote, il était bon en maths et moi je venais de créer une boîte de jeux vidéo et très concrètement j'avais pas beaucoup de monde à faire bosser et je lui dis bah viens, tu vas bosser pour moi, tu vas coder. Il me dit mais je sais pas coder. Je lui dis c'est pas grave, j'ai des bouquins, viens au bureau tous les jours, je te file des bouquins et voilà. Et en fait très concrètement, je suis passé le voir tous les jours en lui tapant dans le dos en lui disant bah ça avance. Et voilà, au bout de 6 mois il était bon développeur et maintenant il est nettement meilleur développeur que moi. Et ce mec n'a jamais foutu les pieds dans une putain d'école. C'est-à-dire qu'il était officiellement inscrit dans des écoles, parce que bon, bah, faut avoir des diplômes en France, mais il ne fout pas les pieds dans une putain d'école. Et il est devenu génial juste en codant. Il a juste fait, c'est comme les potiers, quoi. Ça sert à rien de lire des bouquins sur la poterie, et à un moment, il faut être potier. Et voilà, et c'est pour ça que je t'explique que c'est un art. C'est comme artisan. Donc vous devez fabriquer, quoi. Je veux dire, le mec qui te dit on va faire la théorie de la poterie, ça marche pas, quoi. Tu vois, faut mettre des doigts dedans, et tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que juste d'avoir lu 3 bouquins sur le sujet. Par contre, l'introduction dans l'éducation nationale au plus tôt, important, pas important, on s'en fout. Bah, le truc qui est compliqué, c'est qu'encore une fois, ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont la mettre. Bon, éducation nationale, tu vois, c'est un truc, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Non mais c'est compliqué. Tu vois, donc il y a. Bon, moi j'en ai discuté un peu avec eux. Enfin, tout est possible, tout est envisageable. Il n'y a pas de limite, quoi. Tu vois, donc je veux dire, tu vois, quand tu dis que tu as un comité anti-MOOC à l'ENS, tu as des mecs qui sont ultra alignés sur ce qu'on dit, tu as des gens qui sont pas du tout d'accord. Moi, je me suis retrouvé dans des situations assez improbables où je me suis fait quasiment insulter parce que j'ai osé dire que programmer, c'était pas une science, quoi, tu vois.
Parce que tu comprends le bel algorithme de tri, le machin, le truc de bidule. Et donc aujourd'hui, ils te disent, de toute façon, en général, en ce moment, ils te disent, nous, on l'a introduit. Puisqu'ils te disent, on a introduit pour les terminales S. Bah ouais, parce que tu comprends les autres. C'est quand même une forme de sous-race, tu vois. On a introduit pour les terminales S la programmation, tu vois, en terminale. Tu vois. Je dis, mais pourquoi pour les S? Bah, parce que c'est scientifique. Je dis, pourquoi? Parce qu'il faut être scientifique pour programmer. Bah, ils disent, bah ouais. Ah bon? Je savais pas, parce que moi j'ai plein de gens là. J'ai une nana qui a raté son bac horticulture à 42 là. Franchement, elle est très bien. Hein. Elle dit non, mais il fallait qu'elle fasse horticulture. Non, mais t'as pas compris. Tout est compliqué. Donc voilà, donc on a que. Voilà, on vit là-dedans. Donc oui, pour moi, il faut l'introduire très tôt. Enfin, si on est d'accord que, a priori, le monde va continuer à se numériser, pour moi, c'est important de donner cette capacité de réflexion aux plus jeunes. Attention, il n'y a pas que des choses bonnes dans le computational thinking, il y a aussi des parties qui sont... Mais tout ça c'est théorisé, il y a des parties qui sont considérées comme pas très très bonnes, et c'est normal. C'est un modèle de pensée, donc il y a aussi des trucs un peu problématiques. Moi je pense qu'il faut le donner très tôt, parce que justement ça permet aux gamins, entre guillemets, de voir la matrice, quoi. Voilà. Donc, et quand tu comprends et que tu vois la matrice, tu es capable de la manier, tu es capable d'en faire quelque chose. Maintenant, si on estime que c'est pas important pour la France de se lancer dans le numérique, effectivement, ça sert à rien de l'introduire. Maintenant, moi, je suis pas patron de la France, et donc c'est pas moi qui décide de ce genre de choses. Donc c'est collectivement les Français qui doivent savoir si oui ou non ils veulent le faire. Pour ça, il y a des organes hiérarchiques un peu compliqués là. Et il faut voir avec eux ce qu'ils en pensent, etc., etc. Donc oui, il va sûrement y avoir quelque chose. Il y a Axel qui est là qui en a parlé quand elle est passée à 42. Voilà, elle a parlé de périscolaire, etc., dans lesquels on peut introduire ce genre de choses, etc., etc. Il n'y a pas de souci. On peut le faire. Mais ne serait-ce que le numérique en soi, c'est quand même une matière qui est ultra large, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le plus important, c'est certes d'apprendre à programmer, mais qu'est-ce qu'on voudrait programmer? Et quand tu vois ce qui est en train de se passer dans les biotechnologies aujourd'hui, je pense que le plus important aujourd'hui, ce serait plutôt d'apprendre aux gamins à programmer de l'ADN, quoi. Tu vois, plutôt que d'apprendre à faire du Node.js. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qui seraient à faire, qui sont vachement importantes pour l'avenir. Aujourd'hui, les biotechnologies, je veux dire, c'est carrément l'avenir. Il y a des choses énormes qui vont se passer là-dedans, et faut qu'on soit prêt pour rentrer dedans. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a une question à poser? Ce moment awkward. Moi, pas de question. Ce qui paraît, c'est la première la plus dure. Oui. C'est comme... Non. Non. Est-ce que tu as l'impression que l'image du geek et du développeur est en train de changer aujourd'hui? Parce que, enfin, on va être clair, pendant longtemps, être le développeur, c'était quand même pas super swag, quoi. Alors, ce qui paraît, j'ai vu des études dans lesquelles ça a vachement changé. Moi, j'ai toujours le même pull, je crois. Bref. J'ai retrouvé des photos de moi à 16 ans, je l'avais déjà. Bon, c'était pas exactement le même, parce que depuis, je me suis beaucoup musclé. Mais non, ouais, l'image du développeur, la problématique, c'est de savoir, aujourd'hui, le développeur, enfin, clairement, il y a deux types de développeurs, en termes de vision. Soit vous avez le développeur, genre comme toi, c'est-à-dire le créateur de machin, de trucs, de bidule, et là, c'est super swag, tu vois, même si ta barbe est horrible. Tu vois. Mais c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez effectivement l'image classique du gars qui est dans son sous-sol, qui gote son truc dans son coin, etc., etc. Il existe vraiment ce mec-là? Parce que moi, j'en ai jamais croisé, en fait. Mais parce que toi, tu traînes pas dans le bon milieu. Mais je te promets que si tu faisais de la société de service et que tu allais travailler à l'informatique d'un grand groupe, t'en verrais plein. Tu vois? Parce que la question qui se pose, c'est à quoi servent les développeurs? La première base... Est-ce qu'on peut pas, est-ce que ces mecs-là sont heureux dans cet état-là? Est-ce qu'on peut pas leur donner un endroit où ils seraient plus heureux, plus swag, et rapporteraient au final plus d'argent à la société, en s'en rapportant plus à eux-mêmes? Bah, en fait, le truc, bon, ça c'est une histoire de but. Après, là c'est compliqué. Je peux pas me mettre. Quand on commence à choisir l'avenir des gens à leur place, en général, ça se termine assez mal. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'industrie, le monde industriel classique, Total, GDF Suez, BNP Paribas, Société Générale, etc., etc.,
fonctionnent avec des process. Donc il y a des process à mettre en place. Et ils ont voulu rationaliser ces processus au travers de l'informatique. Genre l'ERP, quoi. C'est-à-dire, on fabrique des systèmes, on demande à des informaticiens de fabriquer des systèmes qui sont mon métier, tu vas l'accélérer en faisant ce que je te dis. Moi, j'aimerais bien que ça fasse ça, 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 ça et ça. Donc eux, ils codent des trucs pour effectivement ce qu'ils appellent les métiers, qui font des choses, tac, 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 dans le bon ordre. Et effectivement, c'est pas ultra créatif comme métier. De toute façon, on ne te demande pas de créer, on te demande de coder le truc comme on t'a demandé de le faire. Et là, on utilise juste la capacité industrielle à coder du mec à peu près correctement. Et encore, si je vois l'état du logiciel de gestion des payes des armées, qui est un vautrage total, ça a dû plutôt mal se passer pour gérer 135 000 payes. Pour vous rappeler un petit peu ce qui se passait sur le logiciel des armées, les mecs, ils ont codé un logiciel pour gérer effectivement 135 000 payes, et pendant, ça fait 8 mois peut-être. En 8 mois, il y a des mecs qui ont reçu 400 000 balles, d'autres qui ont reçu 0, d'autres qui étaient sur les fronts d'opération, et leurs femmes à la maison se retrouvaient face aux huissiers parce qu'il n'y avait plus une thune, parce que l'armée avait oublié de les payer. Un bordel, mais alors apocalyptique, quand vous prenez un truc qui est l'armée, où genre, s'il y a un endroit où la paye, ça ne doit pas poser une question, c'est l'armée. Parce que les mecs, ils vont quand même avec des fusils essayer d'aller se faire tuer à notre place, quoi. Et du coup, ils le prennent relativement mal quand ils apprennent qu'ils n'ont pas été payés. Exactement. Donc, si tu veux, ça a été une vie de l'informaticien. Après, la deuxième, ce qu'aujourd'hui on considère comme étant les développeurs les plus en vue, c'est les créateurs. C'est-à-dire que non seulement tu développes, c'est-à-dire petit classique de fabrication de code, etc., mais en plus de ça, tu es capable de créer, et au travers de justement ton état d'esprit, celui dont je parlais, tu es capable d'inventer des nouveaux systèmes. Et là, tu ne fabriques plus, c'est-à-dire que tu n'adaptes plus un process avec les mêmes étapes juste en l'accélérant, tu vas réinventer un processus. Donc tu vas réinventer une manière de faire des choses. Et donc c'est là qu'on a les plus belles réussites autour de plein de métiers qui ont été totalement transformés. Et c'est là qu'évidemment il y a un choc des cultures violent entre les gens qui étaient dans cette industrie, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de leur arriver face en fait, à des gens qui en général sont en jean avec des grosses barbes et qui leur dit en fait ton métier il est mort, genre t'as acheté ta licence de taxi 200 000 €, tu vois, tu te saignes à bosser comme un crevard 12 heures par jour dans une bagnole plus ou moins pourrave, ok, et t'as un gugus qui se pointe et qui fait ton métier plus rapidement, plus simplement, et en plus ça pue pas dans le taxi, tu vois, genre, t'as droit à une petite bouteille d'eau, un machin, un truc, un bidule. Et là, bim, choc des cultures, et t'as un ministre qui nous dit il faut ralentir l'innovation. Ça, c'est pour être sûr d'être compétitif sur le marché mondial de l'économie. Donc voilà, donc c'est ça en fait. Donc la vision du développeur, voilà, celui qu'on aime, qu'on voit, etc. C'est le deuxième type dont je viens de dire. Celui qui est moins en vue, c'est le premier type. Celui où ils sont le plus nombreux, c'est évidemment et de très loin le premier type, puisque par définition, c'est eux qui travaillent typiquement dans les sociétés de services. Okay, puisqu'une société de services, par définition, elle propose des gens à des gens qui n'ont pas d'informatique. Hein, puisque sinon, s'ils en avaient des informaticiens, ils se démerderaient avec, quoi, tu vois. Donc ils en ont pas, donc c'est des gens qui comprennent rien, entre guillemets, à l'informatique, et pour cause, ils en font pas. Mais ils ont besoin de rationaliser leur process, et donc ils appellent ces gens-là qui vont bosser pour eux. Et on arrive dans des chocs culturels, etc. Maintenant, est-ce qu'ils sont bien, pas bien en société de service ? Moi, je pense que c'est une question, faut voir avec eux. Après, en général, moi, mes potes qui y sont, ils te disent, ouais, c'est la merde, c'est machin, ces trucs, c'est bidule. Mais enfin bon, quand les mecs, ils gagnent 50 000 € par an, tu vois, t'as le droit aussi de pas complètement gueuler sur ta situation, tu vois, c'est pas le bout du monde, tu vois, il y a pire, quoi. Donc voilà. C'est quoi l'objectif numéro 1 de 42 aujourd'hui ? Vous avez ouvert l'école il y a un an, vous voyez le truc, et toute organisation humaine, enfin une boîte, moi je suis rivé sur nos statistiques de grosses, si on n'est pas en dessous d'un tel pourcentage à la semaine, tout le monde se fait engueuler, je suis très malheureux.
chaque organisation humaine, il y a un moment, elle est focus sur un truc. Toi, tu es focus sur quoi aujourd'hui? Bah, Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? à moi, rien. D'ailleurs, je suis assez connu pour ça. Il n'y a pas grand-chose qui m'empêche de dormir. Surtout Pas fait qu'après pour notre les passage à astreintes. Nantes, si tu veux, j'ai bien dormi cette nuit. Je sais pas, c'est pour toi. Mais... bien. Ce que je veux dire, c'est que non, non, la grande question qui se pose, c'est de savoir. Enfin, l'objectif de l'école, c'est de sortir des gens qui sont citoyens, quoi. C'est-à-dire qui vivent, qui vivent dans la cité. Alors tout ça, c'est des choses qui ne se mesurent pas à la semaine, contrairement à ton pourcentage de grosses par semaine. Nous, ça se mesure à peu près 5 ans après la sortie de l'école. Donc c'est quand même une vision à 8-10 ans, quoi. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est moi quand je vois un ancien et que le mec se pointe et me dit « Putain, je suis hyper content, je fais ce que je veux ». Enfin, dans le sens, j'ai transformé mes rêves, non pas en déception, mais en réalité, et ben moi je suis hyper content pour lui. Mais après, j'ai pas de jugement de valeur, j'ai aucun jugement de valeur sur là où il est, quoi. Ça peut être société de service, il peut travailler dans ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. On a même des étudiants qui à la sortie avaient montré une crêperie en Bretagne, enfin des trucs comme ça, ça pose aucun souci. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des gens, moi je veux des gens qui soient contents, épanouis et qui apportent à la société. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Et je pense que la société de demain, elle est numérique, et que pour réussir à faire des gens qui sont bien dans une société numérique et qui ne soient pas complètement inquiets face à la vague numérique qui est en train de déferler, c'est des gens qui sont capables de réfléchir et de penser numérique. Et pour ça, leur premier objectif de l'école, la base, c'est de leur donner cette manière de penser qui est la manière de penser du développeur. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de nous écouter, qui ne sait pas nécessairement coder, mais qui se dirait peut-être que ça pourrait être une bonne idée, peut-être que c'est une chose qu'il faudrait apprendre, est-ce que tu lui donnerais comme conseil de tenter de venir faire une piscine cet été? Tu poses 4 semaines de vacances et tu viens faire une piscine à 42, est-ce que c'est un conseil que tu donnes? Bon, ça peut être marrant, mais... Qui a envie d'aller faire une piscine à 42 cet été? On n'a pas été hyper convaincants. Mais... non, mais on l'a mal vendu, la piscine. Putain, à qui on a donné envie d'apprendre à coder? C'est déjà ça, C'est pas mal. Donc franchement, vous pouvez commencer quand vous voulez, ça pose aucun problème. Il faut commencer petit. Il y a plein de sites qui vous permettent de l'apprendre. Faut beaucoup travailler, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration. Quentin d'ailleurs est assez connu, hein, quand il est en plein milieu de sa regeps, il ne faut pas l'emmerder. Hein. Non, c'est connu, les gens au bureau, quand je suis en train de réfléchir à un truc en code, ils savent qu'ils sont capables de me parler, il peut s'écrouler des trucs autour de moi, j'en ai rien à branler, je suis en train de coder, je ne vais pas m'en rendre compte. C'est pas j'en ai rien à foutre, c'est que je ne vais pas m'en rendre compte. Je ne suis pas focusé là-dessus, je ne vais pas m'en rendre compte. C'est un des domaines dans lequel j'ai vu le plus de capacité de concentration. Par contre, moi je me pose une sincère question, on m'a dit t'as jusqu'à 10h50, il est 10h55, je vois toujours pas les conférenciers d'après arriver. Donc voilà, quelqu'un a-t-il une question à poser à Quam? Ou à Quentin, hein, je veux dire. Ouais, ou à moi, ouais. Ou à Axel Lemaire. Bon, on n'est pas là, mais on lui... On peut répondre à sa place. Non? Vas-y, pose une question. Vu que la notion de codage, ça relève de l'art, de l'artisanat, tu faisais la comparaison avec Potier, le fait d'être autodidacte, on a aujourd'hui un tas de supports à notre disposition pour progresser. Par contre, je me pose la question de la vitesse de progression par rapport à avoir un master, à avoir un maître qui voilà, être confronté directement en entreprise et finalement on se prend la tête en solo sur des problématiques alors que en ayant une confrontation avec quelqu'un qui connaît déjà une problématique donnée, on va aller beaucoup plus vite et on va apprendre peut-être beaucoup plus vite. Alors j'imagine que oui, il y a cette différence, mais je voudrais savoir à quel point c'est flagrant. C'est ultra flagrant, c'est-à-dire que il est très clair qu'il y a un moment, ça dépend ce que vous allez faire, mais si tu fais ça dépend ce que tu codes, mais il y a un moment, sans maître, tu peux pas coder. Je veux dire, tu t'improvises pas en train de coder une centrale inertielle pour un A350, quoi, tu vois. Tu t'improvises pas. C'est des vrais maths avec des trucs ultra compliqués, ultra pointus, qui sont faits pour des gens ultra pointus qui ont été formés pour. Et moi, je suis d'ailleurs plutôt très content qu'en général, ils sortent d'écoles d'ingénieurs où, dans le détail et dans la précision, on leur expliquait comment on le faisait.
Parce que la 350, faut qu'il vole, quoi, tu vois, genre. Donc, oui et non. C'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on peut tout apprendre tout seul, etc., etc. La question, c'est il faut que tu fasses ce qu'il faut au moment où il faut. Donc moi, quand tu codes chez Thales pour la 350, je ne suis pas contre que tu aies un maître avec toi, avec qui tu es en train de travailler, des méthodes de travail très précises, etc., etc., etc. Donc j'ai jamais dit que j'étais contre ça. Ensuite, ça dépend complètement. Est-ce que oui ou non, typiquement, c'est une course de vitesse? Si tu as besoin de former en moins de 2 mois des mecs qui savent faire du Ruby, c'est pas la même chose que si tu dis je veux donner un état d'esprit à des gens, etc., etc. Tu vois? Donc, la question, c'est pas de savoir, et c'est encore une rigidité du système éducatif qui est terrible. C'est qu'on te dit, moi, mon fils, il a 7 ans, on dit, t'as 7 ans, tu dois apprendre à lire et à écrire. Tout le monde dit, ok, très bien. Une classe d'âge en France, c'est 800 000 personnes. On apprend à 800 000 personnes, à l'âge de 7 ans, à lire et à écrire. Putain, tu te dis, la nature, elle est hyper bien faite, quoi. Putain, t'as 800 000 humains en même temps, au même âge, au même mois, ils peuvent apprendre à lire et à écrire. Chapeau, bien fait la nature, tu vois. Donc, rien que de le dire, on sait que c'est faux. Tu peux apprendre à lire à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 12. Je crois que Pasteur avait appris à lire à 14. Tu vois, c'est pas ça qui va dire que tu vas avoir le prix Nobel de littérature à 22. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, quand on veut faire de la centrale inertielle dans la 350, il y a un certain nombre de choses à faire, extrêmement précises. Quand on veut faire autre chose, il y a besoin d'autre chose, etc., etc. Maintenant, dire que pour être développeur, il faut tous... Parce que par exemple, tu sais, aujourd'hui, quand une école d'ingé, c'est une norme. Donc tu vas sur le site de la CTI, la commission du titre d'ingénieur, c'est normé. On te dit c'est ça, 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 ça et ça. Mais avec le monde, des il est... technos dedans qui sont hallucinantes. Je sais pas, je les ai Genre pas vraiment PL, regardés. SQL fait toujours partie de cette putain de norme, tu vois. Je sais pas, enfin, je la connais pas très bien, mais je sais qu'elle existe. Voilà, donc faire un monde que d'ingénieurs, c'est ridicule, quoi, tu vois. Genre. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui sont différents et qui sont en mesure de t'adapter à ce qu'il faut faire. Donc voilà.